Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du capteur à effet Hall qui est intégré à l'ESP32, alors il est ici sur la puce de l'ESP32, et on va travailler ça en MicroPython. Alors s'il y a un capteur Hall, c'est qu'il est sensible à la variation de champ magnétique. Alors s'il y a une variation de champ magnétique, ça veut dire que ça peut bouger, c'est pas un tout ou rien, c'est pas une valeur 0 ou 1, donc c'est une information finalement analogique qu'on va récupérer. Ce qui veut dire que derrière, il faut utiliser le convertisseur analogique numérique pour récupérer l'information sous forme numérique. Ce qui veut dire que les broches de 36 à 39, vous ne pouvez pas utiliser pour autre chose que pour cette fonction-là pendant cette période-là. D'accord ? Si vous utilisez le capteur effet Hall, oubliez les broches 36 à 39. Alors maintenant, comment on fait ? C'est très simple, vous avez une doc sur micropython.org, vous y allez, puis vous trouverez la documentation, et dans la documentation, c'est très simple, voilà, ça affiche comme ça. Vous allez dans les références spécialisées de l'ESP32, puisque c'est un composant particulier, c'est une fonction qui n'existe pas sur tous les autres composants, toutes les autres cartes, et puis vous allez aller sur General Board Control, là, ici, et vous tombez. Et dans cette page-là, vous allez trouver, un peu plus bas, la partie effet Hall, voilà. Donc, il faut faire import ESP32, et puis après, il y a une fonction esp32.all_sensor. Voilà, et c'est fini. Alors, on va utiliser. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est un test du capteur. Alors, pour ça, on va utiliser l'instruction esp32.all_sensor. Voilà, c'est tout. Alors, pour faire simple, j'ai importé ESP32, comme c'est demandé. Et puis après, j'ai importé le temps, ça c'est pour pouvoir faire des délais. Et à partir de là, j'ai fait une mesure. Voilà, mesurer. C'est fait. Et dans ma mesure, je l'ai imprimé. Voilà. Donc je l'affiche, puis j'attends un petit délai pour voir ce qui se passe. Voilà ce que ça donne. Alors soit, en temps normal, il n'y a pas de capteur, il n'y a pas d'aimant. Je suis une valeur qui tourne autour de 25, 30, suivant le cas de figure. Vous voyez, c'est des chiffres plus ou moins assez proches. Et quand on a tout à coup l'aimant qui est présenté, alors du coup, ça passe en négatif. Ou, dans l'autre cas, parce que en fait, c'est un aimant, c'est du néodyme, c'est un petit composant qu'on trouve sur Internet, rapidement, pas très cher sur Internet. Il y a ces face ou pile ou face, et en fonction du sens où vous le mettez, bon, moi, il s'est retrouvé que j'ai fait essentiellement sur le négatif, mais on pourrait aussi le mettre inversé, et à ce moment-là, vous aurez des valeurs positives, comme ici. D'accord ? Fortement positives. Voilà. D'accord ? Alors, à quoi ça peut servir ? C'est très simple. Un premier projet, détection d'une ouverture d'une porte. D'accord ? C'est tout simple. Vous mettez l'aimant sur la porte, vous fixez votre projet juste au-dessus, donc sur l'encadrement de la porte, et puis votre ESP32, et s'il voit une variation de champ magnétique, c'est que la porte s'ouvre. Voilà. Première solution. On continue un petit peu. On va essayer de compter une impulsion. Alors ça, c'est déjà plus intéressant, parce que qu'est-ce que c'est une impulsion ? C'est ça. D'accord ? Chez moi, ça passait par le négatif, parce que j'ai choisi de le mettre de ce côté-là. D'accord ? Alors, je ne sais plus si c'est pile ou face du composant. C'est pas très important. Il faut faire un test pour vous en rendre compte. Mais en tout cas, ça donnait ça. Alors plus ou moins, puisqu'on a dit que c'était très variable, et ici très variable aussi, puisque c'est une valeur analogique, donc ça varie beaucoup, la pente n'est pas parfaitement raide, mais c'est pas grave, ça ressemble à une impulsion. Alors pour faire ça, c'est très très simple, on va faire deux instructions très importantes, deux while, le voilà. Le premier, il dit tant que la valeur est supérieure à 5, c'est cette boucle-là, j'attends. J'attends. Donc il ne fait rien à part mesurer la présence du capteur. Et dès qu'il voit que donc qu'est-ce qu'il va détecter quand il va passer de ce while-là à celui-ci, c'est qu'il y a eu un front descendant. On est passé en dessous de 5. On est en bas, on est d'ailleurs en négatif chez moi. Et tant qu'on est en négatif, et là aussi je vais attendre. Attendre, donc je ne fais rien faire. Et une fois que je serai revenu, dès que je suis plus en négatif, dès que je sors de ce deuxième while, c'est que je suis remonté en positif, et donc là, j'ai eu une impulsion. C'est comme ça qu'on fait une détection d'impulsion. Tout simplement. Avec deux while qui se suivent. Et à partir de là, je peux incrémenter un compteur. Et puis j'ai rajouté un petit délai là pour qu'il soit supplémentaire. Et puis j'ai affiché mon compteur. Qu'est-ce que ça donnait ? Voilà mes impulsions. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ce capteur là, cet aimant là, je l'ai collé sur une règle en plastique, scotché. Et puis après je tapais sur mon composant, sur mon ESP32 tranquillement, voilà, en passant devant, en passant dessus, automatiquement ça me faisait compter les impulsions. Alors là tout de suite, on se dit, mais c'est pas tout à fait une fonction. Alors, on va mettre sous forme d'une fonction. Sous forme d'une fonction, c'est pas grand chose. On a vu qu'il fallait détecter un front descendant et après un front montant. Voilà, j'ai fait une définition de la fonction, def, pour définition, avec les deux points au bout, n'oubliez pas. Je l'ai mis où je voulais, pas d'importance, mettez pas d'accent, quand même c'est important. Voilà, c'est écrit. J'ai mis ma fonction dedans,
Et puis maintenant, quand je vais l'utiliser, j'appelle détection d'impulsion. Voilà. Je reçois rien, je récupère rien, il n'y a pas de return, et il n'y a pas non plus de paramètres qui sont donnés. Moi, je fais juste ça. Et dès que ça c'est fini, c'est qu'il a détecté une impulsion, et donc j'incrémente mon compteur et j'affiche. Et là, tout de suite, on se dit, ah super, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Eh bien, je vous propose un compteur de mouvement. Alors, c'est le projet. En tout cas, dans notre lycée, ça va être le projet. En fait, on va le voir un peu plus loin, je vais le détailler, mais ça permettra de mesurer les mouvements que l'on fait avec ce type d'appareil. En branchant d'un côté un aimant et de l'autre côté notre SP32, suffisamment assez proche pour pouvoir détecter le mouvement. Voilà. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est compter, du coup, mais quand on fait du sport, ce qu'on veut, c'est compter le nombre de mouvements qu'on fait, c'est une chose, mais on en fait 100, 200, 300 dans la séance, mais aussi la cadence. Et donc la cadence, ça veut dire qu'il faut compter le nombre d'impulsions par minute. Alors pour ça, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez compter avec un timer et générer une minute, voire même un peu moins, et puis compter le nombre d'impulsions. C'est pas l'idéal, parce que pour mesurer quelque chose comme ça, ça va être compliqué. La deuxième solution, c'est mesurer entre deux impulsions le temps qu'il y a. La durée entre deux impulsions. Et à ce moment-là, en faisant un rapport sur la minute, on peut savoir directement ce qui se passe. Et puis derrière, quand on sait en mesurer deux, on pourrait peut-être mesurer le temps que met pour faire 10 impulsions pour avoir une moyenne. Donc moyenner 10 impulsions. On aura donc deux informations, une information instantanée entre deux impulsions, et puis une valeur moyennée sur 10 impulsions, par exemple, sur 20 impulsions, ce que vous voulez. Voilà. Et puis là, coup de chance, il y a les fonctions qui existent toutes faites, qui s'appellent time.ticks en millisecondes. En fait, c'est un temps qui est donné. Le SP32, quand il se met en route, il se met à compter en millisecondes, et ça rentre dans un registre, et ce registre, on peut le consulter avec cette fonction-là. Donc le start, ça mesure au moment où vous voulez dire, quand je fais cette fonction-là, il l'enregistre dans une variable start, et quand on fait le delta, vous avez déjà même proposé, il va faire la différence entre ce qu'il est en train de mesurer, et puis le start, et donc il vous dit la différence. Donc si je fais ça là-dessus, c'est bon, j'arrive à faire mon projet. Et on va le voir ici. Je vous montre la démonstration. Donc qu'est-ce qu'on va mesurer? On va envoyer le start ici, on va mesurer l'impulsion ici, on va attendre qu'il y ait tout ça. Donc tout ce temps-là, c'est le delta. Et une fois qu'on arrive ici, on va recommencer pour la prochaine instruction. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va remettre le start, mais ce nouveau start a changé, c'est plus celui-ci, c'est celui-ci plus ce temps-là, c'est ce temps-là plus ce temps-là, et ça donne ce temps-là. Et on recommence. Donc qu'est-ce qu'on a sur le projet? Pas grand-chose, vous allez voir, ça ne change pas grand-chose. On retrouve notre time, on retrouve toujours notre cap détection, et c'est là. Quand je démarre, voilà le time ticks ms, ça mesure le premier start, il est ici. Il mesure un temps, je ne sais pas quelle valeur c'est, quel que soit le chiffre, je m'en fiche. Ensuite, quand il a repéré l'impulsion, quand l'impulsion est finie, je récupère le delta, voilà le delta. D'accord? Je fais la différence, c'est la fonction qui était proposée, j'ai rien fait de plus. Ensuite, j'ai réattribué le start à start plus delta, pour être sûr que tout va bien, il se repositionne ici pour la prochaine impulsion. Et puis maintenant, il faut qu'avec ce delta, je calcule le nombre d'impulsions par minute finalement. D'accord? Parce qu'on veut calculer une cadence, nous. Alors, j'ai fait un produit en croix. Une impulsion, ça va durer à temps delta. Une minute, c'est 60 000 millisecondes, puisque tout est en millisecondes. Et je vais trouver mon nombre d'impulsions par minute. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je fais un produit en croix, 1 fois 1, enfin 60 000 divisé par delta. 60 000 divisé par delta, le monde permettant d'arrondir. Et donc, je peux imprimer ici le nombre d'impulsions. Alors, c'est une valeur moyenne, bien sûr, voilà, par minute. D'accord? C'est une valeur qui est donnée sur un calcul. C'est presque, je sais pas une valeur moyenne, c'est une valeur instantanée. Voilà. On verra pour la valeur moyenne, il suffit de faire un deuxième calcul, un premier delta, et au bout de 10 impulsions, regardez la différence. Voilà. On va le voir, je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin, mais c'est vraiment quasiment identique. Et ça, on peut faire un mini-projet. Moi, c'est ce que je fais. Alors, avec mes élèves, je ne sais pas si je pourrais le faire cette année parce que je suis pas sûr d'avoir les élèves en innovation et technologie, mais en première. Donc, c'est pas des élèves qui savent forcément programmer, c'est des élèves qui savent innover. C'est de l'innovation qu'on veut faire. Alors, on va faire tout simplement, on va aller sur les spots strasbourgeois, parce que je travaille à Strasbourg, et on va aller voir les spots de fitness. Et il y a plein d'appareils comme ça, il y a plusieurs spots à Strasbourg qu'on peut aller voir. Il y en a un qui est pas trop loin de mon établissement, donc on va y aller. Ça permettra d'avoir plusieurs appareils et donc pouvoir faire plusieurs projets différents les uns des autres, et donc ça c'est intéressant quand même, avec une même base. Voilà. Alors voilà, j'en ai un. J'ai toujours celui-ci que je vous ai montré, les tics, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres projets, vous pouvez les faire plusieurs. Et là, quand vous avez un projet comme ça, c'est super. Parce que moi, mon projet s'appelle Kit Fitness. C'est quoi? C'est un compteur de mouvement sur un système de musculation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Bien sûr, il faudra faire le 6ML.
Donc les diagrammes de calculation, les diagrammes d'exigence, les diagrammes de séquence, voilà, les diagrammes de blocs. Bon, le bloc, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a 2 composants, mais après, peut-être des systèmes qui permettent de fixer l'ensemble, etc. Donc c'est pas forcément simple à faire, il faut imaginer des solutions. Il y aura peut-être même des algorithmes. Encore que l'algorithme n'est pas forcément utile, puisque moi je leur donne le programme, en tout cas en grande partie le programme. Ensuite, il y a par contre la conception du design, et ça rentre typiquement dans le programme d'innovation et technologie, le design. À concevoir un projet assez sympa. Et donc là, peut-être de l'imprimante 3D. Et puis, dans le design, il y a aussi l'interface Home-Machine sur smartphone, parce qu'il faut bien afficher le résultat quelque part. Alors, mettre un écran là-dessus, sur le système, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc, moi, je propose qu'on travaille sur le smartphone. On a tous un smartphone. Et donc, créer une application avec MIT App Inventor. Voilà. Donc, du coup, il y aura aussi du design, du UX design aussi, on pourrait dire, expérience utilisateur, ce qu'on pourra faire. Il y aura des tests, des capteurs, des problèmes de montage qu'il faudra tester, tout ça. On pourra retourner sur le site, vérifier que tout ça fonctionne correctement, voir les défauts, voire retourner plusieurs fois s'il fallait. Nous, c'est pas très loin, donc ça se fait assez facilement, en 10 minutes, on y est. Et puis, il y a même une partie communication. Si on veut faire de la com, si on veut vendre ce petit produit-là, par exemple, je sais pas, un office de tourisme ou un camping à côté qui veut pas organiser ce genre de choses, ben, acheter cet appareil-là, faire des vidéos, faire de la promotion. Voilà, donc différents projets, toujours sur le même petit projet. Alors, ça reste un mini-projet, moi je l'appelle un mini-projet, mais en innovation et technologie, on doit faire des projets toute l'année, donc voilà, hein, tout simple à faire. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a toute la partie MIT App Inventor qu'on n'a pas fait et on n'en a pas parlé. Ah bah je vais vous en parler maintenant. Alors voilà, alors ça c'est une partie un peu supplémentaire, mais je la fais pour que vous compreniez. Alors, on va utiliser, disons, Smart Bluetooth, donc le Bluetooth Low Energy pour ceux qui l'appellent comme ça. Le vrai nom c'est Smart Bluetooth. Et on va utiliser App Inventor. Alors le plus simple, hein, vous allez télécharger, vous allez sur le site MIT App Inventor, vous allez trouver cette partie-là. Donc l'extension qu'il faut rajouter, qui se retrouvera ici. Et puis une partie qu'on va rajouter aussi. Et puis vous avez déjà un exemple de programme. Donc vous le prenez, vous le faites. C'est un PDF tout fait, très bien. Il permettra de faire toute la partie au-dessus. Elle n'est pas optimisée. Hein, il y a un scan stop, il y a un connect, il y a un disconnect. Moi je pense qu'il y a des boutons en trop. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut automatiser. Donc voilà, peut-être qu'on pourrait le faire. Ce qui est important dans l'histoire, c'est qu'on va créer 3 variables. 3 variables. Une qui s'appelle le service. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bluetooth Low Energy, je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur le Bluetooth Low Energy pour comprendre comment ça marche. Mais là, je vais le faire simplifier. Donc, la partie App Inventor, je ne vais pas beaucoup en parler, c'est surtout la partie Python que je vais vous donner, parce que c'est ce que je donne à mes élèves. Alors, service, mais un service qu'il faut donner un UID, un identifiant. Une caractéristique qui s'appelle mouvement par minute, le nombre de pulsations que je fais par minute, un autre identifiant. Et puis un troisième pour le nombre de mouvements que je fais, moi il s'appelle mouvement. Voilà, ici. Tout ça, je l'ai créé avec un online UID générateur. Hein. C'est une fonction sur Internet, vous cliquez là-dessus, ça marche tout seul, c'est vite fait. Hein. Ce qui est important, ce qui a posé problème, alors moi, j'ai mis un clock. Un clock qui va faire quoi? C'est toutes les secondes, toutes les 2 secondes, il va, je crois que c'est toutes les secondes chez moi, il va interroger le Bluetooth Low Energy pour récupérer les informations. Alors ici, j'en récupère qu'une seule. En fait, vous allez faire ça, le call, vous allez le faire 2 fois. Donc un premier call où vous récupérez les informations ici, et un second, et après vous traitez l'information à ce niveau-là pour l'afficher ici, et une seconde fois vous refaites la même opération, et derrière vous refaites ça pour pouvoir faire le deuxième affichage en dessous, voilà, d'accord, ou dans 2 caractéristiques différentes. Voilà. C'est comme ça qu'il faut travailler le système. Donc c'est super simple, ça marche très bien. Après on peut rajouter des fonctions, hein. C'est moi, mon interface, elle est vraiment rudimentaire, parce que j'ai repris la grande partie de dessus, et là j'ai juste mis des labels avec une variable. D'accord, c'est quoi des labels d'ailleurs. Mais vous pouvez rajouter une remise à zéro des mouvements, faire un high score, un affichage graphique, etc. Il y a plein de possibilités, suivant vos compétences avec App Inventor. Bon, c'est à voir. Commençons la partie BLE, Bluetooth Low Energy sur MicroPython. Alors je vous le donne, c'est une copie conforme de beaucoup de choses que je fais qui sont très proches. Je vais juste détailler des petits détails qui font que celui-ci est un petit peu différent des autres, mais sinon c'est pareil que ce que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Donc la première chose, vous importez Bluetooth Low Energy, voilà, Bluetooth Low Energy, ça s'appelle U-Bluetooth. Vous importez les pins, vous en aurez besoin, mais c'est déjà importé, non je ne l'ai pas encore fait, voilà. Et puis vous mettez cette ligne-là. Alors cette ligne-là, il faut chercher l'instruction à ce site-là. Vous avez récupéré un truc qui s'appelle bleadvertising.py. Il est là. bleadvertising, alors c'est .py. D'accord? Et celui-ci, je l'ai précisé ici, il faudra l'enregistrer, ce fichier que vous allez récupérer sur ce site. Vous allez l'enregistrer sur votre ESP32. Je l'ai bien précisé ici, vous voyez.
en dehors de votre application que vous êtes en extérieur. Votre application, in fine, il faudra la mettre aussi là-dessus, hein, dans la fonction main. Mais au départ, quand vous faites vos tests à côté, et puis vous les exécutez. Mais il faut qu'il y ait le BLE advertising.py dedans. D'accord? C'est logique, hein, comme on l'a souvent fait. Ensuite, il y a une fonction qui s'appelle ici, qui permet de faire rendre générique, de le voir apparaître sur quand vous faites associer un appareil. Moi, il s'appelle Fitness ESP32. Hein. Alors, vous verrez ce logo du coup apparaître. Bon, ce logo n'est pas utile. Hein. Franchement, on n'a pas besoin d'associer d'associer le ESP32 à votre téléphone. Ça marche sans, puisque le BLE, lui, il préoccupe pas de l'association. Ça fonctionne bien de manière différente. Vous avez des constantes que vous allez devoir récupérer, c'est ça que j'ai toujours dans mes fonctions de Bluetooth sur l'énergie, on retrouve la même chose. Continuons un petit peu, tout le reste, je vais aller assez vite là-dessus. Est-ce que je vais descendre? Il y a une classe qu'il faut créer. Il faut respecter tout ce codage-là. C'est relativement long. En fait, il y a des parties où on crée le composant, on active le BLE, on met une LED pour pouvoir allumer une LED quand c'est connecté ou pas connecté. C'est sympa de voir que c'est connecté ou pas connecté, sinon on n'a aucune information. On prend la LED qui est intégrée au composant. Hein. C'est pour ça qu'elle s'appelle LED 2. C'est la LED de built-in qui est sur la carte. Vous avez cette partie qui paraît un peu bizarre et farfelue avec des noms un peu bizarres. Faut le faire pour pouvoir le voir, pour que ça fonctionne avec MIT App Inventor. L'advertiser, c'est pour faire la publication, donc pour qu'on puisse le voir avec notre téléphone et se connecter. Ça marche assez bien. Vous avez un buffer de 3 parce vous allez voir des données qui sont sur au moins 3 chiffres. D'accord? C'est rare que quelqu'un fasse plus de 999 mouvements avec un système, donc on sera à peu près tranquille. Ensuite, vous avez la partie qui est aussi tout donné, hein, tout fait, ça ne faut pas s'en occuper. Ce qui est un petit peu particulier, c'est ici, le register. Le register, qu'est-ce qu'on veut récupérer? On a un service, il faut lui donner un UID. Vous voyez, il n'a pas le même nom, il s'appelle Impulsion All. Ça n'a rien à voir avec le nom que j'ai donné ici. Mais ça n'a aucune importance. Le seul lien commun entre l'ESP32 et notre smartphone, c'est le numéro, qui est parfaitement identique. C'est ça la clé qui fait que ça fonctionne. D'accord? Le nom ici, ça n'a aucune importance. Vous l'appelez comme vous voulez ici. Dans Python, vous écrirez comme vous voulez. D'autres noms, ça n'a aucune importance. Donc ici, il s'appelle Impulsion All, minute, voilà. Il s'appelle Impulsion All, voilà, et son identifiant, c'est celui du dessus. Après, j'ai créé deux variables. Impulsion All par minute et NB impulsion. Vous voyez ici, char NB impulsion, voilà. Char nombre d'impulsions, voilà. Donc lui, c'est un autre identifiant. Une fois que j'ai fait ça, j'ai créé mon service, j'ai associé mes deux caractéristiques pour que tout le monde ait ensemble. Il y a un service avec deux caractéristiques. Et enfin, le service, puisqu'il n'y en a qu'un seul, je l'ai paramétré, je l'ai envoyé. C'est ici que je fais la déclaration de mon service. Et à ça, je l'ai associé à deux variables que j'ai mis en rouge là pour qu'on puisse bien les voir. Cette variable-là et cette variable-là qu'on va modifier en Python quand on va faire les calculs, hein, le nombre d'impulsions qu'on reçoit, et puis le calcul par minute, et puis le nombre d'impulsions qu'on compte. Hein. Les voilà, ils sont ici. Ok? Alors maintenant, on va continuer, ou la moyenne, il faut aussi rajouter peut-être une moyenne moyenne toutes les 10 secondes, voilà, on fait une moyenne, on peut rajouter une troisième variable, etc. Il suffit de créer une fonction supplémentaire. Vous avez tout le reste, je ne change pas, j'en parle pas trop, donc ça c'est quand on se connecte, etc. Des fonctions de connexion quand on allume la LED, des fonctions de déconnexion quand on éteint la LED. Voilà l'envoi d'une donnée. Donc l'envoi d'une donnée, c'est tout ça. Envoi impulsion par minute. D'accord, il s'appelle comme ça, et je vais lui donner la valeur. Ça, je vais le faire un peu plus bas dans mon programme principal. Il faut le découper en centaines, dizaines d'unités. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une liaison, comme c'est que du texte qu'on envoie en fait en BLE. Donc il faut récupérer les chiffres, c'est un chiffre au départ, il faut le transformer en centaines, dizaines et unités. Il faut l'envoyer. Et pour l'envoyer, il faut faire plus 48 parce que comme c'est de l'ASCII, c'est du texte, il faut rajouter 48 pour être en ASCII, pour arriver à avoir un chiffre cohérent, un chiffre. Voilà. Pourquoi on fait ça? Et une fois qu'on a fait ça, on envoie. Voilà. Et tout ça on met dans un buffer, et c'est un buffer qu'on doit envoyer. Il est écrit ici, c'est un buffer, c'est ce buffer-là qu'on va envoyer. Voilà. On fait la même chose ici. Alors j'ai mis des pointillés parce qu'en fait c'est un copier-coller. D'accord? Vous faites là exactement la même chose. Vous copiez ça, vous le collez ici. La seule différence, c'est la fin. Data NB impulsion all. Donc le résultat, je l'enverrai ici. Maintenant, la valeur qu'on va envoyer ici et la valeur qu'on va envoyer ici ne seront pas les mêmes. D'accord? Ici c'est envoi impulsion minute, ici c'est envoi NB impulsion. Donc on ne va pas envoyer la même valeur quand on fera l'appel de la fonction. Je vous montre un petit peu la suite. La détection de l'impulsion, je ne change rien. Mon fitness ESP32, le voilà. Mes valeurs qui sont à 0, mon start qui démarre, voilà, etc. Et maintenant, allons-y. Donc, je fais un delta, je mesure la valeur.
et je fais un start, je fais la différence, je mesure mon impulsion, je fais mon calcul, et à l'impulsion, je fais mon petit calcul. Et à la fin, vous voyez ici, j'ai fait envoi, et c'est là que je mets mes variables. D'accord? Ça, c'est mes deux fonctions qu'on avait ici, et ici. Et voilà. Et j'ai fini pour cette vidéo, hein, qui était relativement simple. Hein. Voilà. Je m'arrête là. Vous voyez tout là, à la fin.